Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un voyage dans le monde de la reconversion professionnelle. Nous allons présenter donc ce webinaire à deux voix avec ma collègue Déborah Salvi. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Garon, je suis conseillère en formation continue dans le réseau des Greta depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai une expérience importante dans le domaine de la formation et en particulier de la reconversion. Voilà, je laisse la main à Déborah pour qu'elle se présente. Bonjour, Déborah Salvi. Je suis aussi conseillère en formation continue dans le réseau des Greta et j'accompagne un certain nombre de personnes dans la réalisation de leurs projets professionnels et la reconversion. Je reprends la main. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter les éléments que nous avons choisi de mettre en avant pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur cette thématique. Ce webinaire est organisé en 3 parties et à chaque partie, nous allons vous proposer des interactions. Nous aurons 2 types d'interactions, des questions, des réponses aux questions que vous pourriez vous poser, et nous aurons aussi des sondages, ce qui nous permettra de mieux vous connaître, voilà, de mieux identifier les besoins des personnes qui sont présentes. Entre chaque partie, donc, nous prendrons un temps pour répondre aux questions et pour recueillir les informations également sur les sondages. Mais nous y reviendrons à chaque fois de façon à ce que vous puissiez suivre. Simplement, je vous invite à regarder donc à droite de votre écran. Vous avez une partie, une rubrique questions et une rubrique sondage. Donc, c'est dans ces 2 parties-là que vous pourrez interagir avec nous. Alors, nous allons commencer. Alors, pour ce webinaire, nous allons aborder les choses en 3 temps. Tout d'abord, comprendre ses motivations. C'est avant tout identifier quel déclic nous amène aujourd'hui à nous questionner sur une possible reconversion. Confirmer son projet, l'objectif c'est de passer de l'idée du projet au projet et de la mise en action et comment on sécurise son projet. Et puis sur la dernière partie, se former. Donc nous verrons comment choisir sa formation et puis les modalités pour la financer. On revient sur la définition de la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. En effet, aujourd'hui, la perspective d'une carrière linéaire n'est plus tout à fait aux normes, hein. Chacun a des priorités, qu'elles soient d'ordre professionnel, d'épanouissement personnel, et ressent le besoin de changer de métier en cours de route, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque Français passe ainsi en moyenne par une dizaine d'emplois différents au cours de sa vie, hein, de sa carrière professionnelle. Donc un métier pour la vie, en gros, c'est fini. Il n'y a pas d'âge non plus propice pour changer de métier et s'engager dans une reconversion professionnelle. Elle peut intervenir à tout moment. À 30 ans, souvent, on se rend compte qu'on a eu une mauvaise orientation scolaire, qu'on n'a pas fait les bons choix. En deuxième partie de carrière, vers 40 ans, on a vraiment une envie de changement parce qu'on atteint une maturité personnelle, voire professionnelle. Et puis à 50 ans, on fait nos propres choix, on a envie de changer. Donc, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge spécifique. Voilà. Aujourd'hui, dans le contexte actuel dans lequel nous évoluons, les nouvelles organisations favorisent aussi la mobilité professionnelle. C'est un axe fort et pris en compte dans les entreprises aussi par les directeurs des ressources humaines. Et les dispositifs de la formation professionnelle, de l'accompagnement au changement par les conseillers en évolution professionnelle tendent dans ce sens. C'est-à-dire qu'il existe énormément de solutions pour passer le cap, justement.
La reconversion professionnelle, nous vous avons noté quelques chiffres hein, pour avoir un regard plus éclairé. C'est une démarche aujourd'hui qui a vraiment le vent en poupe, hein. 9 personnes sur 10 ont songé à changer de métier. D'ailleurs, dans les stats, hein, on constate que 85% pardon, estiment que changer de métier est une bonne chose. La majorité de ceux qui ont réussi la reconversion attestent d'un meilleur épanouissement, hein. Mais voilà, seulement 28 se sont lancés dans l'aventure parce que de passer de l'état de réflexion à l'action, comme on vous disait tout à l'heure, il faut lever les freins. Le plus souvent, ces freins sont la peur de l'inconnu, le manque de confiance en soi, une situation économique parfois instable. Et puis, ce qui fait peur, la plupart du temps, ce sont les démarches qui paraissent excessivement complexes. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à lever quelques-unes de ces appréhensions pour vous mettre sur la voie de la reconversion. Je vous donne un exemple. Nous avons accompagné Florie, 35 ans, qui nous a confirmé que les démarches et les papiers, la méconnaissance des dispositifs lui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fin de compte, le fait d'être accompagné par une structure, et on viendra un petit peu plus loin dans ces exemples-là, l'a beaucoup aidé et lui a permis de lever tous ses freins et de ses peurs. Voilà. Donc, nous allons entamer la première partie qui est comprendre ses motivations. Et là, pour le coup, je vais laisser la main à Anne-Marie pour vous présenter un peu plus en détail les éléments. Donc voilà, je reprends. Souvent, à l'origine du projet de reconversion, on a un déclic. Ce déclic intervient en fonction de différents paramètres que nous vous proposons de détailler dans cette partie. L'objectif est de vous aider à identifier quelles sont vos propres motivations, puisque si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions. Il y a certainement des choses, des éléments qui vous poussent à ce questionnement sur une possible reconversion. Alors, dans les premiers points, nous avons la qualité de vie, puisqu'on a vu précédemment qu'aujourd'hui, les carrières ne sont pas linéaires et parfois, on démarre une carrière par opportunité, pas toujours par choix. Et dans la qualité de vie, ce qu'on va rechercher, c'est à changer d'environnement géographique, par exemple, revenir dans sa région d'origine, vivre à la campagne si on est en ville. Le confinement aura renforcé ce besoin de nature et de campagne. Ça peut être aussi pour du rapprochement familial, par exemple, un changement dans la vie de famille, on veut rejoindre ses parents, rejoindre ses enfants, suivre son conjoint. Ça peut être aussi pour exercer un métier passion. Voilà, on s'est orienté vers un métier, mais finalement, on se rend compte qu'il ne correspond pas, il ne nous permet pas d'être épanoui. On n'est pas heureux dans ce métier, donc on souhaite changer. Et ça peut être aussi pour un métier qui a du sens. Et donc ça, on le rattache à la qualité de vie, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, et c'est important aussi de se sentir bien dans son travail. On vous propose l'exemple d'Alain, 41 ans. Sa situation actuelle, c'est responsable donc d'une industrie, d'une usine, d'une industrie agroalimentaire. Donc, c'est une petite structure qui fabrique des glaces artisanales. Et il a eu à un moment donné le déclic. Donc, son entreprise fonctionne bien. Voilà, il n'y a pas de problème économique, etc. Mais lui, il ne trouve pas son compte dans ce travail et il a décidé donc de céder son entreprise pour réaliser son projet de devenir électricien. En fait, il a toujours aimé bricoler, c'est sa passion depuis qu'il est jeune. Mais voilà, c'est les circonstances de la vie qui l'ont amené à développer cette activité. Et aujourd'hui, à 40 ans, il décide de s'écouter et de réaliser, de s'engager dans le métier passion qui lui plaît vraiment. Un autre axe que l'on peut retrouver souvent, alors celui-là, c'est celui parfois qui s'impose à nous,
c'est l'axe de l'usure professionnelle. L'usure professionnelle, c'est la situation dans laquelle on se trouve quand dans son travail, on rencontre des difficultés qui ont une atteinte sur notre santé. Donc, ça va être à la suite d'expositions prolongées à des contraintes de travail qui sont difficiles. Ces contraintes, elles peuvent être physiques, port de charge, gestes répétitifs, exposition au bruit. Elles peuvent être cognitives, c'est-à-dire avec une difficulté à se concentrer, une charge mentale, du travail sous pression. Mais elles peuvent être aussi psychologiques, avec des injonctions contradictoires, des rapports tendus, avec des personnes, avec ses collègues de travail, avec son supérieur hiérarchique, parfois un travail empêché et aussi un manque de perspective professionnelle. Ces deux dernières situations conduisent souvent à ce dont vous avez certainement entendu parler, ce qu'on appelle le burn-out, le surmenage, et il y a aussi le bore-out qui est l'ennui au travail et qui est quelque chose voilà, qui se développe et plus encore dans certaines structures que dans d'autres. Nous avons sélectionné l'exemple de Céline. Alors, cet exemple-là me tient particulièrement à cœur parce que quand je l'ai rencontrée, Céline, elle devait se reconvertir par usure professionnelle, donc à 36 ans, aide-soignante, jeune, hein, relativement jeune, elle aime son métier, elle a des problèmes de dos, elle enchaîne des opérations assez lourdes, un arrêt de travail de plus de 18 mois. Elle doit se reconvertir alors qu'elle ne le souhaite pas, elle souhaite continuer à faire ce travail-là, à aider les autres. Et donc, dans ses recherches de formation, elle a trouvé une formation qui lui permettait de conserver ce sens qu'elle voulait donner à son travail, c'est-à-dire d'aider les autres. Et donc, son projet de formation a été d'être secrétaire médico-social. C'était une de nos meilleures candidates. Elle s'est vraiment révélée pendant cette formation et aujourd'hui, elle exerce un autre métier qui lui plaît tout autant que son premier métier. Voilà comment on peut aussi, même dans une situation qui s'impose à nous, si on choisit le bon métier, eh bien, se révéler tout autant dans cette situation. Je vais passer donc la main à Déborah pour la suite. Si tu veux bien activer ta caméra, Déborah, merci. Un autre déclic pour changer de métier, la situation économique. D'ailleurs, on est au cœur de ce déclic, hein, puisque la situation actuelle sanitaire fait que pour certaines personnes, il va falloir mener une réflexion sur réellement la reconversion professionnelle. La situation économique, c'est l'un des axes aussi le plus souvent mobilisé en complément de l'usure pro. Ce qu'on peut constater, c'est tout ce qui est licenciement économique, chômage technique, le travail à temps partiel, mais aussi souvent la saisonnalité, c'est-à-dire que le manque de lisibilité sur l'activité que l'on peut avoir dans les mois à venir. Cette saisonnalité ou le licenciement économique, voilà, ce sont les deux axes forts. Dernièrement, moi, j'ai accompagné quelqu'un sur une reconversion professionnelle. Cette personne avait été infographiste et puis elle a suivi son conjoint. Elle est partie de la région parisienne. Elle est venue s'installer sur un territoire où le secteur d'activité de l'infographie n'avait pas forcément le vent en poupe. Elle a fait plusieurs années dans une entreprise qui l'a conduit à un licenciement. Elle était fatiguée de subir cette situation. Elle arrivait à un âge de 52 ans. Elle s'est dit, mince, peut-être que je ne peux plus exercer ce métier. Je n'ai plus la fibre, hein, parce que faire le deuil de son activité, c'est difficile. Et puis, elle a elle a fait une étude, savoir sur le bassin où elle habitait, quels étaient les besoins d'emploi. Elle a fait des enquêtes métiers, elle a questionné les entreprises et elle s'est orientée vers une formation tournée vers les ressources humaines pour devenir gestionnaire de paye. Elle s'est donc lancée dans une formation qu'elle a eue puisqu'elle fait du RH et de la paye.
Et en même temps, sur le bassin d'emploi sur lequel elle travaille, comme eh bien, il n'y a que des PME et des TPE, l'aspect infographique, elle a cette compétence-là, elle peut le déployer aussi auprès des entreprises avec qui elle travaille. Ce que j'entends par là, c'est que dans le cadre d'une situation, d'un licenciement économique, on a acquis de la compétence, on change de métier, on remonte en compétence sur de nouvelles donnes et tout ce qu'on a vécu est complètement transversal. Donc, on ne repart pas vraiment à zéro. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y a les personnes qui veulent se lancer des nouveaux défis. Les nouveaux défis, c'est l'envie de changement, d'avoir de nouvelles expériences, de viser une promotion, de répondre à une opportunité d'emploi, aussi de changer de statut professionnel, de créer ou de reprendre une entreprise. Pour exemple, nous avons accompagné Patrick qui était salarié dans une entreprise familiale. Et l'enjeu, c'était de reprendre cette entreprise qui avait un secteur d'activité dans lequel il n'était pas forcément compétent. Et puis, il fallait donc qu'il acquiert de nouvelles compétences et notamment de la gestion d'entreprise. Du coup, eh bien, il s'est engagé dans une formation où il devait allier professionnel et formation. Et il a réussi son pari puisqu'aujourd'hui, eh bien, la passation de pouvoir, je dirais, entre le patriarche et lui s'est fait complètement. Donc, c'est aussi ça, hein, le déclic d'une reconversion professionnelle, c'est saisir l'opportunité du moment. Donc, ce qu'on peut identifier, c'est que les déclics, voilà, il y en a 4. Il y a la qualité de vie, ça c'est un premier déclic, l'usure professionnelle, la situation économique dans l'environnement dans lequel on évolue, et puis les nouveaux défis. Alors, soit c'est l'un, soit c'est peut-être un mixte de tous ces éléments. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous retrouvez dans ces déclics? Alors, donc l'objectif, c'est cap ou pas cap, hein, de vous lancer dans une reconversion professionnelle. Nous prenons 2 minutes pour mieux vous connaître. Nous vous proposons de répondre à un sondage. Quel que est le déclic pour vous dans le cadre de votre projet de reconversion? Est-ce que c'est la qualité de vie, l'usure professionnelle, la situation économique, des nouveaux défis ou un mix de tout? Donc, je vous invite à répondre à ce sondage pendant quelques instants. Donc, vous le retrouvez dans la partie sondage. Et donc, on vous propose de saisir ce qui, vous, aujourd'hui, vous motive pour vous engager dans une reconversion. Donc, vous cliquez simplement sur la partie qui vous concerne. Voilà, puisque vous avez plusieurs types de réponses. Vous cliquez sur, par exemple, qualité de vie. Vous avez une coche et vous soumettez au vote. On va prendre le temps d'enregistrer, voilà, laissez le temps d'enregistrer vos réponses pour voir. L'intérêt, c'est de voir comment ça se répartit pour vous en pourcentage, voilà, en sachant que il peut y avoir un équilibre entre tous ces éléments. Voilà, donc on va commencer, comme vous pouvez tous le voir, ce qui apparaît en premier, c'est la qualité de vie. Et donc, ça rejoint un petit peu les préoccupations, ce qu'on disait en présentation. Hein, on va dire, c'est certainement la préoccupation première. Là, les votes continuent à se réaliser, donc on a à égalité de nouveaux défis. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, parce que parfois, on pourrait penser que la reconversion, elle se fait par obligation, alors que là, non, puisque l'obligation, c'est souvent l'usure professionnelle, et ce n'est pas la motivation, enfin en tout cas le déclic qui apparaît en premier. Donc ça, c'est tout à fait intéressant par rapport à vos participations.
Ensuite, il y a d'autres, il y a des personnes, 14%, 6 personnes qui ont répondu d'autres motivations. Donc là, ça sera peut-être intéressant que ces personnes-là puissent noter dans question quelles sont les autres motivations que nous n'aurions pas ciblées dans notre présentation. Voilà, et donc des personnes qui n'ont pas de projet de reconversion, puisque 11%, c'est possible, on peut se renseigner. Parfois, un projet de reconversion, ça peut prendre un an, comme ça peut prendre 5 ans. Hein. Je ne vais pas dire 10 ans, mais parfois, on reçoit des personnes qui nous disent je l'ai dans la tête depuis longtemps, mais je n'ai pas pu le faire parce que j'avais un emploi, j'avais un CDI, je ne voulais pas lâcher mon CDI. On se retrouve par exemple au chômage ou on change de région et du coup, on en profite. Mais du coup, on avait ce projet-là peut-être parfois dans la tête depuis 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Donc, c'est une longue maturation aussi, hein, le projet de reconversion. Ça arrive, voilà, sauf dans le cas de l'usure professionnelle, où là, on est un peu contraint par des délais. Mais dans les autres cas, c'est souvent un long travail de maturation. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons passer à la partie 2 qui concerne confirmer son projet professionnel. Alors, donc sur cette partie, l'objectif, c'est de vous proposer, enfin de vous mettre, de vous organiser, de vous proposer de vous organiser pour réaliser votre reconversion, donc de confirmer votre projet de reconversion professionnelle. Donc celui-ci se présente, cette confirmation, on la présente en 5 étapes. Et pourquoi c'est important de le préparer, de s'organiser pour préparer sa reconversion professionnelle? Eh bien, parce que ça demande, vous allez le voir, de l'investissement, du temps, ça vous engage, ça engage souvent votre famille. Donc, il est préférable de sécuriser ces informations, enfin ces éléments au plus possible avant de s'engager. Alors, ces 5 étapes, c'est de faire le bilan. Faites le bilan donc de vos expériences personnelles, professionnelles, associatives aussi, de vos qualifications, de vos points forts, de vos points faibles. Voilà, faire le bilan, c'est prendre un temps pour regarder en arrière ce qu'on a acquis, capitaliser, et ça nous permettra à un moment de voir ce qu'on pourra réinvestir dans ce bilan que l'on a réalisé. Ensuite, il s'agira de clarifier votre idée, puisque vous avez une idée, hein, même au moment où vous faites le bilan, vous avez déjà une idée. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs choix d'orientation. En tout cas, dans clarifier l'idée, ce que je vous propose surtout, c'est de faire le point sur vos centres d'intérêt, sur vos besoins et sur vos valeurs. Parce que, on l'a vu, hein, beaucoup d'entre vous ont répondu à la qualité de vie et aux nouveaux défis. Et dans ces éléments-là, on retrouve bien quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs et quels sont mes centres d'intérêt, de façon à pouvoir vous orienter vers des métiers qui sont compatibles avec vos intérêts. Ensuite, il conviendra de préciser votre projet. Si vous avez plusieurs pistes de projet ou un seul projet, on vous invite à vous renseigner sur le métier, les exigences de ce métier, les conditions d'exercice, les compétences qui sont demandées, quelles sont aussi les modalités d'accès à ce métier, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez intégrer ce métier avec les compétences et les qualifications que vous avez, ou est-ce que vous allez devoir repasser par une formation, valider un nouveau diplôme. Quelles sont également les qualités personnelles et professionnelles qui sont attendues, de façon à ce que vous puissiez les rapprocher de vos points forts et de vos points faibles. Et dans quel cadre ils s'exercent. Il faudra bien sûr vérifier le secteur économique, le type d'entreprise dans lequel on va travailler. Est-ce que ce sont des entreprises privées, publiques?
des petites entreprises, des grandes entreprises? Est-ce que ça va entraîner une création d'activités aussi? Il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Et une fois que vous aurez tous ces éléments, vous pourrez comparer ces différentes hypothèses et cela vous aidera à choisir si vous avez plusieurs hypothèses. Ensuite, il conviendra de vérifier la faisabilité du projet. Donc, pour vérifier la faisabilité, il faut identifier vos contraintes et celles de votre environnement. Alors, de votre environnement familial, éventuellement vos contraintes économiques, géographiques, horaires, physiques. Vous embarquez, voilà, peut-être plusieurs personnes aussi dans votre projet. Donc, c'est important pour valider ce projet-là, de vérifier sa faisabilité. C'est ce qui va permettre d'engager un plan d'action. Et c'est d'ailleurs au moment aussi de mettre en place le plan d'action que vous confirmez en fait cette faisabilité. Vous devrez dans ce plan d'action identifier les actions à entreprendre, les planifier, repérer les personnes à contacter, rechercher, se renseigner donc plus précisément sur les métiers, peut-être réaliser une insertion, une immersion en entreprise pour avoir une meilleure représentation du métier. C'est ce que je conseille beaucoup aux personnes qui changent complètement d'environnement professionnel. Je prends par exemple l'exemple de Florie, dont on vous a parlé en début de présentation. Florie, elle travaillait dans le génie civil et elle a eu un projet de reconversion pour être agent thermal, pour travailler donc dans un établissement thermal. Dans un établissement thermal, il y a des conditions de travail qui sont particulières. Il y a un rythme de travail soutenu. On travaille dans un environnement humide, chaud. Et voilà, même si elle avait déjà engagé un bilan de compétences et qu'elle en était au stade de la validation, je lui ai conseillé de réaliser cette immersion de façon à ce que voilà, elle se représente vraiment dans ce métier-là, dans cet environnement-là, pour valider son projet professionnel. Ensuite, il vous faudra, dans votre plan d'action, rechercher une formation, un emploi. Alors, cette diapositive vous permet d'élaborer une carte type carte mentale, en fait, ou une carte synthétique, puisque vous avez, voilà, vous devrez répondre à ces quatre éléments. Donc, pour valider votre projet, vous avez en haut à gauche votre bilan personnel et professionnel, où on va retrouver vos intérêts et motivations, vos compétences, vos qualités, votre formation, vos contraintes. Hein, donc là, ça, c'est vraiment intégré dans le bilan personnel et professionnel. Et à droite, vous pourrez identifier les éléments de votre parcours qui vont être transférables dans votre projet, dans votre nouveau projet. En bas à gauche, vous allez recueillir, vous allez noter les informations que vous avez recueillies sur le métier, donc le contenu des activités, les exigences spécifiques du poste, les compétences et les qualités nécessaires, les contraintes à ce métier. Et ça vous permettra donc d'identifier à droite les compétences qu'il vous reste à acquérir et les moyens à mobiliser. Et par les moyens, on pourra trouver la formation. Enfin, pour terminer sur cette partie du projet, on vous recommande, donc on vous conseille, on vous donne 7 règles d'or, celle de prendre en compte toutes ces expériences, donc on l'a vu, professionnelles, associatives, personnelles également, d'être réceptif à toutes les opportunités. Il faut, dès qu'on commence à réfléchir à un autre métier, eh bien, il faut engager une veille sur ce secteur professionnel, mobiliser son réseau, faire savoir autour de soi qu'on envisage peut-être de changer. Alors, bien sûr, autour de soi, pas tout de suite à son employeur, parce que parfois, il faut voilà, sécuriser un certain nombre de choses encore avant d'en parler à son employeur, mais vraiment s'engager dans une veille. Il faut confronter et enrichir son point de vue, alors avec votre entourage, parce que il est partie prenante aussi souvent de votre projet,
mais aussi avec d'autres professionnels, avec des professionnels du secteur, et ceci pour dépasser vos propres représentations sur le métier. Il faut, en quatrième règle d'or, s'assurer du mix intérêt-marché de l'emploi. Alors, intérêt, c'est vos intérêts, vos centres d'intérêt, mais quand on engage une reconversion professionnelle, eh bien, c'est pour travailler dans ce nouvel environnement professionnel. Et donc, il faut aussi vérifier que dans votre secteur géographique, le marché de l'emploi vous permettra de réaliser ce projet, ou si ça n'est pas le cas, si cela engage un déplacement géographique, il faut que vous l'identifiez, par exemple, dans vos contraintes. Donc ça, c'est important de vous assurer de ce mix. Il faut aussi évaluer le duo risque-gain, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre des risques, perdre quelque chose, mais vous allez certainement aussi gagner en réalisant ce projet. Par exemple, alors je suis en CDI et je vais engager une formation. À l'issue de cette formation, on va me proposer un CDD, par exemple, mais pas tout de suite un CDI. Donc, je vais peut-être voilà, perdre un CDI pour prendre un CDD, mais s'engager et capitaliser de l'expérience dans un secteur professionnel qui vous intéresse et qui vous fera gagner d'autres choses après. Il y a d'autres gains qu'on peut voir aussi. Alors, il faut aussi se préparer à investir. Alors, à investir du temps, de l'énergie, de la persévérance, parfois de l'argent, parce que concrétiser un projet, on va le voir dans la dernière partie, on peut souvent obtenir un financement, mais on peut être amené aussi à investir dans les déplacements ou à investir dans une partie de la formation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Et après, on verra qu'effectivement, en fonction des étapes, des différentes étapes de la vie dans lesquelles on s'engage sur ce projet-là, eh bien, c'est plus ou moins difficile à réaliser. Ça va nous amener parfois à reporter peut-être le projet dans le temps pour s'organiser, pour capitaliser cet investissement dont on a besoin. Et enfin, il faudra passer de l'idée au projet et du projet à l'action. Mais ça, on l'a vu déjà voilà, sur le plan d'action qu'il conviendra de réaliser. Donc, dans cette, voilà, on va vous laisser, par rapport au projet, peut-être vous proposer de répondre au sondage. Et pendant ce temps, on va regarder aussi, vous pouvez nous poser des questions. Et donc, pendant ce sondage, voilà, vous pouvez aussi nous poser des questions et on prendra un temps pour répondre à vos questions. Alors, je reviens vers vous. Voilà, donc les réponses sont 80% d'entre vous ont un projet, 50% savent où chercher l'information, 50% connaissent la démarche de construction du projet et 60% d'entre vous ne se sont pas fixés de délai. Donc, j'espère que ce webinaire vous permettra de travailler sur cette partie. Ce sondage nous permet d'anticiper la partie suivante, puisque si vous avez répondu à plus de 50% des questions, vous pouvez continuer vos démarches et continuer à travailler sur votre projet. Si vous avez répondu en dessous de 50%, voire à 50%, sachez que vous pouvez être accompagné pour réaliser votre projet.
Voilà, donc Donc pour se faire accompagner, tout à l'heure, Catherine d'ailleurs a posé une question concernant les conseillers en évolution professionnelle. Donc vous pouvez vous adresser à ces conseillers en formation professionnelle qu'on appelle vulgairement les CEP, qui ont été mis en place dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en 2018, et c'est un service qui est gratuit. L'objectif, c'est accompagner les salariés ou les demandeurs d'emploi dans leur démarche de reconversion. Donc, les principales structures qui peuvent vous accompagner concernant les cadres, c'est l'APEC. Ensuite, on y retrouve les conseillers Pôle emploi, les conseillers Cap emploi qui accompagnent les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, le réseau des missions locales qui s'adresse principalement aux jeunes de moins de 26 ans et aux bénéficiaires du RSA. Il y a aussi d'autres structures, bien sûr, qui vont rentrer sur ce champ-là, comme les CBC, les CIDF, mais avec une coloration un petit peu plus spécifique. Bénéficier d'un accompagnement renforcé, c'est bien pour passer le cap et engager vraiment la phase d'action, comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Marie. Et puis, des leviers pour, c'est le bilan de compétences. pardon. Le bilan de compétences est un outil qui dure, alors c'est un dispositif qui permet sur une base de, on va dire maintenant, il peut être adapté aux besoins des personnes. Donc ça peut aller de 12 à 24 heures sur la base d'entretien individuel avec un conseiller, un bilan de compétences, et ça va vous permettre donc d'élaborer un projet professionnel réaliste et cohérent, de vous aider à faire un choix professionnel, d'anticiper une évolution professionnelle, de valoriser vos compétences et de construire un plan d'action. Cet outil s'adresse particulièrement aux personnes qui ont une expérience importante et qui ont du mal à, à, à justement en faire le bilan, et qui vont avoir besoin d'aide, et qui ont du mal aussi peut-être pour les personnes qui ont du mal à identifier leurs besoins, leurs attentes, et à savoir dans quel nouveau cadre de travail, par exemple, elles pourraient se réaliser. Parfois, quand on a plusieurs hypothèses de projet, ça peut être intéressant de faire un bilan de compétences parce que ça va permettre de travailler sur ces différentes hypothèses et à la fin d'en choisir une. Voilà, donc si vous n'êtes pas très à l'aise sur le projet, euh, je vous conseille vivement donc de vous engager, soit avec un accompagnement par un CEP, ou soit de réaliser un bilan de compétences. Alors, nous allons passer à la partie 3, se former. Donc, dans cette partie, nous verrons comment choisir sa formation et comment la financer. Alors, nous avons trouvé 7 conseils pour trouver la bonne formation. Tout d'abord, s'orienter vers les formations professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire identifier les formations qui conduisent vers un métier, une qualification reconnue dans un secteur d'activité, une profession. C'est-à-dire que si demain vous avez envie de faire une formation en Ayurveda ou en poterie, c'est envisageable. Toutefois, vérifiez si derrière c'est pas un projet plaisir, ou alors c'est parce que vous avez envie de monter votre entreprise et là on donne du sens à votre projet. Sinon, ce n'est pas forcément compatible avec le financement. J'y viendrai un petit peu plus tard. Vérifiez la finalité de la formation. C'est une formation qui est certifiante. Conduit-elle à une reconnaissance réelle de compétences dans un domaine d'activité, des compétences acquises? Quel est l'impact de la finalité de la formation sur le financement? Est-ce que je vais pouvoir mobiliser des aides si cette formation est oui ou non reconnue? Il faut être en mesure, quand on va de comparer les certifications. Alors,
Qu'est-ce qu'on entend par là? On peut retrouver, aujourd'hui, l'offre de formation sur le secteur est très, très importante. On peut retrouver un certain nombre de centres de formation, mais est-ce que ces certifications que l'on va retrouver sont-elles équivalentes? Ont-elles le même niveau? Ont-elles le même impact dans l'insertion professionnelle? Euh, voilà, donc c'est toute cette veille qu'il va falloir conduire. Par exemple, est-ce qu'un diplôme d'État du secteur santé sociale sera mieux reconnu qu'un diplôme de l'éducation nationale? Est-ce qu'un bac pro sera mieux reconnu qu'un titre professionnel? C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser pour trouver la bonne formation. Aujourd'hui, c'est important de s'assurer que l'organisme de formation soit garanti pour sa qualité. La plupart des organismes de formation doivent être labellisés. Depuis 2018, c'est un axe fort. Un affichage de labels qualité type Datadoc, Calliope et Duform est important. D'ailleurs, si vous vous faites accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, c'est la première chose qu'il va vérifier. Et puis être en mesure d'aller souvent sur les sites internet qui sont proposés par les organismes de formation, de vérifier le taux d'insertion, le taux de satisfaction. Tous ces éléments-là sont garants de la qualité. Ne pas hésiter à aller à la rencontre des organismes de formation. Oser déposer un dossier de candidature, aller passer des tests d'entretien, aller questionner l'organisme de formation, se rendre sur le lieu aussi, ça c'est important. Vérifiez vos conditions d'accès et les délais, c'est-à-dire que dans la maturation d'un projet professionnel, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, si au mois de mars, d'un seul coup, vous dites, tiens, au mois de septembre, si je rentrais sur un parcours de formation diplômant ou certifiant, les démarches étant un petit peu longues, peut-être qu'il faut reporter le projet à l'année suivante. Un point qui est important, c'est aussi l'estimation du coût. C'est la partie qui va certainement vous intéresser le plus, c'est comment je vais financer ma formation, comment je vais être accompagnée sur les différents dispositifs et comment j'engage une recherche de financement. Alors, quel financement pour quel statut? Aujourd'hui, je suis salariée. Pour engager une reconversion professionnelle, je peux bénéficier du congé de transition professionnelle, de la reconversion pro-alternance et du plan de développement des compétences qui sont proposés par mon entreprise, tout en mobilisant toujours mon compte personnel formation. Puisque grâce à mon compte, le CPF, je peux choisir la formation que je vais, le financement, et je vais pouvoir acheter ma formation à tout moment, sous certaines conditions, bien entendu, parce que la formation doit être éligible au CPF. Petite information importante, quand on engage une démarche de congé de transition professionnelle, il faut savoir que les démarches sont longues. Comme je vous le disais tout à l'heure, si d'un seul coup, au mois de mars, vous vous dites, tiens, je vais rentrer en formation au mois d'août, ça risque d'être périlleux parce que, il faut bien compter 6 mois pour mobiliser ces dispositifs. Les demandeurs d'emploi aussi peuvent bénéficier de financements spécifiques dans le cadre de leur reconversion professionnelle, via une aide individuelle à la formation, via une préparation opérationnelle à l'emploi ou une action de formation conventionnée, c'est-à-dire que l'État a acheté un certain nombre de formations pour permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier de formations. Tout à l'heure, nous avions une question de Gauthier qui nous disait, est-ce que lorsque je suis demandeur d'emploi, puis-je mobiliser de mon compte personnel de formation? Oui, bien sûr. Vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation pour engager une action de reconversion professionnelle et demander un complément de financement par une structure, qu'elle soit Pôle emploi, mission locale, ou autres. Les autres statuts, nous avons les indépendants, donc ils peuvent être accompagnés dans leur démarche de reconversion grâce aux contributions de la formation professionnelle.
Et puis, il y a les individuels payants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis en démarche de reconversion, je peux tout à fait eh bien, agir financièrement et personnellement sur ma formation. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui affluent hein, au fur et à mesure. On va prendre un temps un petit peu plus loin pour répondre au fur et à mesure, si vous le voulez bien. Alors, le compte personnel de formation, il permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail, hein, je remets un petit peu le contexte, de bénéficier droit à la formation et de pouvoir avoir un montant alloué chaque année qui lui permet de se former tout au long de la vie en mobilisant ce petit panier recette, on va dire. Les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation sont les formations certifiantes, toutes les formations qui concernent les socles de compétences CLEA, donc des remises à niveau, et puis bien sûr, ce qui peut être un atout, la VAE et le bilan de compétences, et puis les obligations réglementaires, c'est-à-dire toutes les formations qui concernent les habilitations. Pour vous donner un exemple, les habilitations électriques, la HACCP et le SST. Les droits sont mis à jour chaque année hein, au titre de mon CPF, d'accord. Ils sont alloués en fonction de votre activité et votre temps de travail. Au niveau du fonctionnement, vous devez obligatoirement avoir ouvert votre compte sur mon compte formation.gouv, d'accord, avec votre numéro de sécurité sociale. Attention, on y reviendra un petit peu plus tard sur les arnaques, hein, bien sûr. Votre CPF va de 500 à 800 euros dans la limite d'un plafond de 5 000 à 8 000 euros. Et puis, les formations peuvent être faites sur votre temps de travail ou hors temps de travail selon votre situation. Le compte personnel de formation remplace le droit individuel de la formation depuis 2015. Si vous en bénéficiez, si vous avez encore des droits DIF, sachez que jusqu'au 30 juin, vous pouvez les convertir. Donc, n'attendez plus hein, parce qu'après, ils seront perdus. Ça, cette action peut être faite directement sur le portail ou sur l'application mobile de mon compte personnel formation. Donc, comme je vous le disais, attention aux arnaques, hein, ne donnez jamais vos codes CPF, notamment en ce moment, il y a beaucoup de litiges. Les offres d'utilisation de votre CPF ou toute autre sollicitation frauduleuse sont fortement interdites. Hein, je préfère vous le rappeler. Si vous aviez encore du droit individuel à la formation que vous souhaitez transformer sur des heures de compte personnel de formation, vous trouvez ces heures soit sur un solde de tout compte, soit en bas de vos anciennes fiches de paye. Vous scannez, vous déposez sur le site et puis automatiquement, le lendemain, c'est transformé. Hein. C'est assez simple à mettre en place. Et puis, cette cagnotte vous permet vraiment de pouvoir mobiliser ces fonds pour engager les financements dans le cadre de votre reconversion professionnelle. Sur le congé de transition professionnelle et conditions d'accès, je pense que pour certains, vous êtes déjà pas mal renseignés, hein, puisqu'on a vu que vous aviez entamé pour certains, enfin, vous étiez pas mal renseignés pour certains. Les conditions d'accès, donc salarié, secteur privé en CDI ou CDD, 2 ans. Durée 2 ans consécutifs ou non, 12 mois dans la même entreprise. Ça, c'est vraiment les conditions d'accès. C'est-à-dire que votre dossier sera étudié par un CEP de transition pro seulement si vous rentrez dans ces conditions d'accès. En préambule, vous avez aussi fait les démarches auprès de votre entreprise. Les critères d'évaluation, c'est la cohérence du projet, la pertinence du parcours et surtout les perspectives d'emploi. Donc, tout ce que vous avez engagé en préambule est important lorsque vous allez monter votre dossier de financement de transition professionnelle. Parce qu'au plus vous avez fait d'enquête, au plus vous vous êtes renseigné sur les sorties à l'emploi, au plus vous avez consolidé les éléments, et là, vous aurez certainement plus de chances d'obtenir un financement.
Alors, nous devons répondre à vos interrogations. Donc, je vais vous demander quelques instants, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui affluent. Je vais en prendre connaissance et je vais tâcher d'y répondre au mieux, hein. Hop, voilà, je reviens vers vous. Je peux prendre peut-être la question de Mylène Oui, qui demande, qui dit qui voudrait revenir dans la région Rhône-Alpes, mais son travail se situe dans la région Île-de-France. Dois-je contacter le CEP Rhône-Alpes ou Île-de-France? Alors en fait, le CEP que vous devez contacter est celui qui sera le plus à même de vous aider, c'est-à-dire de vous accompagner. Alors souvent le plus proche de chez vous, parce que vous pourrez avoir des rendez-vous, ce qui ne vous empêchera pas de réaliser votre projet de formation, par exemple, en Rhône-Alpes, si vous envisagez un déplacement en Rhône-Alpes. Voilà. Ce qui est important, c'est le travail du CEP, il est sur l'ensemble du territoire, quel que soit le lieu d'habitation de la personne. ok. Je reviens sur la question tout à l'heure de Gauthier qui avait un questionnement concernant son compte personnel formation, qu'il souhaite le mobiliser et il dit mais moi je ne suis peut-être pas inscrit au Pôle emploi. Euh, je fais, je, Avec mon compte personnel formation, je peux, comme je vous ai dit tout à l'heure, acheter ma formation, c'était l'objectif, hein, où je veux, quand je veux, entre guillemets. Voilà. Vous pourrez bénéficier par contre d'une formation en fonction de ce que vous avez sur votre compte personnel de formation. Exemple, j'ai 500 € sur mon compte personnel formation. Je veux faire une formation qui coûte 8 000. Si je ne suis pas inscrit au Pôle emploi, si je ne suis pas salarié, je devrais trouver une formation qui a ce montant-là. Parce que derrière, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je me permets quand même de compléter pour les pôles emploi, pour les demandeurs d'emploi qui veulent utiliser leur CPF depuis juin 2020, on a la possibilité de demander un abondement à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on va aller sur le demandeur d'emploi qui a par exemple 5 000 € sur son compte CPF et qui envisage de faire une formation de 8 000 € peut demander à Pôle emploi, donc d'abonder pour la partie qui manque. Dans ce cas-là, il devra, comme pour un congé de transition professionnelle, avoir construit son projet, l'avoir validé. Pôle emploi va vérifier l'insertion professionnelle aussi qui est envisagée à l'issue avant de donner une réponse. Voilà, il ne donne pas toujours une réponse favorable, mais il est possible de demander quand un demandeur d'emploi n'a pas suffisamment un abondement. C'est aussi valable pour les salariés. J'en profite, hein, puisque parmi les participants, il peut y avoir des salariés. C'est aussi valable pour les salariés qui peuvent demander à leur employeur, s'ils sont en négociation et en accord avec eux, qui peuvent demander à leur employeur, s'il s'agit par exemple d'une promotion, si la formation peut conduire à une promotion, de demander à leur employeur de les aider à compléter leur financement. Et enfin, nous avons une question de Christine. Le congé de transition pro est de quelle durée et quelle rémunération? Alors, Christine, en majorité, le congé de transition pro est pour la durée de la formation. Voilà. Au niveau de la rémunération, eh bien, tout dépend si vous êtes de votre rémunération actuelle. Chaque dossier est étudié. Mais en tout cas, la rémunération est entre 80 et 100% de votre salaire. Voilà. Donc, en général, dans le cadre d'un congé de transition professionnelle, on obtient et un financement total ou partiel de la formation et un financement total ou partiel de la rémunération. Nous vous avons mis quelques sites qui sont importants, c'est-à-dire qui nous semblaient intéressants à exploiter lorsqu'on entame une démarche de reconversion. Voilà, pour choisir un métier, construire un projet professionnel, vous retrouverez l'emploi store du Pôle emploi, je change de métier.com. Pour vous faire accompagner, monservicecep.fr. Réaliser des bilans de compétences, alteravia-bilan.fr.
chercher une formation, bien sûr, on a parlé du Greta, hein, bien entendu, et puis surtout la bonne formation point Pôle emploi. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'attiser votre curiosité et d'avoir un complément de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Je vous propose bien, de clôturer ce webinaire. Nous vous remercions pour votre attention et puis de réaliser une enquête de satisfaction par le biais du sondage, comme vous avez eu la pertinence de répondre tout à l'heure. Le temps de lancer le sondage. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour votre attention et d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire. Merci également. Donc, je reprends la parole pour vous remercier de votre participation. J'espère que nous aurons apporté quelques éléments de réponse et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous avez un projet ou si vous souhaitez que nous répondions à des questions plus précises ou plus particulières. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir.